qu'il y a des situations à prendre en compte, l'état de siège qui est le fait du gouvernement congolais et la rébellion du M23 qui est une guerre imposée aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Pour l'état de siège, je pense qu'il y a aujourd'hui des avancées pour que cet état de siège, dans le sens de lever cet état de siège, comme en témoigne la nomination des maires de la ville de Goma et maires des villes civiles, ce qui peut augurer d'aller vers le rétablissement des autorités civiles et donc de favoriser la tenue des élections dans un bon climat. Par contre, en ce qui concerne la rébellion du M23, qui n'est pas le fait du gouvernement congolais, comme je le disais tantôt, là, il faut craindre effectivement que le Nord Kivu soit évidemment d'une manière ou d'une autre écarté ou qui ne soit pas, qui ne participe pas de manière globale aux élections de 2023. Ça ne sera pas la première fois parce que déjà en 2018, vous vous rappellerez qu'un territoire à l'ouest du pays, Yumbi, n'avait pas participé aux élections du 30 décembre 2018 suite au conflit qui s'est présenté dans ce territoire-là. De même, vous allez vous rappeler que le porte-parole du gouvernement congolais a déclaré dans un communiqué le 25 octobre dernier que la situation sécuritaire à l'Est pouvait empêcher l'organisation des élections. Donc, euh, tout en saluant les efforts qui sont aujourd'hui menés par la Commission électorale nationale indépendante, qui a prévu dans ses mesures d'application de la loi sur l'enrôlement des électeurs d'enrôler les déplacés internes dans leur camp de déplacés. Cela, il faut quand même reconnaître que la difficulté sera au niveau du déploiement logistique du personnel temporaire et du matériel électoral. Et cela pourrait avoir aussi des conséquences au niveau de la crédibilité des élections, parce que comment est-ce que la CENI gère les élections dans les zones occupées par les rebelles aujourd'hui? Est-ce que les votes qui Et seront justement, faits est-ce que le dans ces processus vous régions paraît seront libres? crédible tel que vous le voyez présenté aujourd'hui? Il y a, si il faut pas, donc en ne liant pas le processus à la crise sécuritaire, il y a d'autres critiques qui ont été faites par les organisations de la société civile les jours passés. Mais je crois que le fait que le calendrier électoral soit aujourd'hui présenté, ça rassure un peu les parties prenantes qui aura élection. Mais il faudrait alors que la CENI accroisse davantage la transparence en publiant, par exemple, la cartographie électorale qui est finalisée, mais qui n'est toujours pas à la disposition des parties prenantes. Et il faudrait également que, par exemple, la CENI communique sur son budget, le budget global des élections. En outre, il y a lieu de relever que la manière dont certaines activités aujourd'hui sont agencées dans le calendrier électoral, on voit que la CENI est là une volonté de tenir le délai, mais il y a une certaine on risque d'assister à une certaine confusion entre la vitesse et la précipitation parce qu'on voit effectivement qu'il y a des activités qui sont prévues, mais qui sont prévues dans des délais très courts, comme l'enrôlement des électeurs, qui va se dérouler dans chaque heure opérationnelle pour 30 jours uniquement, alors qu'on sait qu'il y a assez d'électeurs attendus, comme la CENI elle-même l'a dit, près de 50 millions d'électeurs attendus, et les délais paraissent courts, mais on peut faire confiance à la CENI et lui laisser le temps d'implémenter toutes les solutions qu'elle projette Est-ce pour que, tenir les délais. est-ce que ça veut dire que pour vous, le risque de glissement existe? Évidemment, parce que l'essence même des contraintes qui accompagnent ce calendrier électoral, c'est de dire que tenez, il y a la réalité, il y a la volonté, il y a la détermination à organiser les élections, mais il y a aussi ces contraintes, dont la grande qui est aujourd'hui la contrainte sécuritaire et qui n'est pas sous contrôle de la CENI. Mais le délai n'est pas le grand problème, je pense, parce qu'il y a aussi des questions de transparence qui devraient être, qui devraient être garanties pour ce processus électoral. Mais quand vous voyez l'agencement de certaines activités, comme je le disais, j'en veux pour preuve
la question de l'audit du fichier électoral et Alors l'audit justement, externe. dernière question peut-être en quelques mots, il nous reste peu de temps. Vous parliez des critiques à ce calendrier. Autre critique de la part de l'opposition, c'est celle du vote de la diaspora. En quelques mots, quel est l'enjeu autour du vote de la diaspora? Je crois que c'est aussi une innovation à saluer, le fait que pour la première fois, il y ait, il y ait le vote des Congolais de l'étranger. C'est de leur droit de participer aux élections comme citoyens congolais. Mais le problème, c'est que la manière dont les 5 pays pilotes ont été choisis, c'est ce qui n'est pas assez expliqué par la CENI pour que les gens comprennent sur base de quels critères tel ou tel autre pays a été sélectionné. Donc un